Nicolas Sirkis, bienvenue sur le plateau de Click. Merci, bonjour. Bonjour. Salut Pauline, salut Émilie. Bonjour. Indochine, actualité très chargée, l'album, 13e album studio du groupe Indochine s'appelle 13, numéro 1 des ventes dès sa sortie en septembre 2017. L'album est resté dans le top 20 des meilleures ventes d'albums physiques pendant plus de 52 semaines. Ça fait un an. Vous venez de sortir 2 éditions limitées, un coffret collector et un album avec 2 clips, un film inédit, 4 titres live et des crayons de couleur. On écoute votre nouveau single, Song for Dream. Song for a Dream, ça fait penser à Requiem for a Dream. Oui, bah, bien sûr, oui, oui. Il y a beaucoup de références au cinéma dans ce qu'on fait. Je pioche, je vole. Mais... Cinéma, à la littérature, grand fan de Duras. Ah oui, oui, oui. Bah, ça a été ma... comment non, on va pas dire ma maîtresse, mais presque. Maîtresse littéraire. Ça peut se dire avec Duras. Oui, oui, bah oui, surtout que plein de gens ont été l'amant. Oui, oui, bah justement, je préfère dire la maîtresse parce que elle m'a éduqué. Ouais, dans le sens littéraire. C'est drôle parce qu'il y a plein de gens d'aujourd'hui qui font leur éducation à travers Internet et les sites un peu hum-hum. Vous, c'était la littérature avec Marguerite. Les sites quoi? Allez, les sites de trucs là. De hum-hum. Ah oui, 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 oui. Bah, à l'époque, nous, je suis vieux, moi, il n'y avait pas ça. Hein. Et vous avez dit que vos premiers émois, c'était en lisant des mots. Oui, mais surtout l'amant. L'amant de Duras, quand on a 14 ans ou 15 ans, tout d'un coup, il y a beaucoup de préliminaires. Et c'est ce qui manque au film. Voilà. De hum-hum. Et les préliminaires sont, moi, je trouve, plus excitants parfois que la suite. Il y a aussi quelque chose d'assez dingue, c'est le rapport avec le public d'Indochine. Il y a plusieurs fans d'Indochine qui sont là. Vous pouvez lever la main? Voilà. Bonjour, bonjour. Oui, oui, j'étais pas au courant, mais c'est excellent. Il y en avait beaucoup qui étaient au concert hier soir. La team Nicolas. Ouais. Et vous faites un truc, c'est-à-dire que là, vous avez rempli toutes vos dates de tournée. Il reste que 2 dates pour encore vous voir. C'est le 11 décembre à Clermont-Ferrand, le 21 décembre à Amneville. C'est que vous avez fait un prix de place unique. Oui, c'est-à-dire que nous, on est un peu les gilets roses de la musique, c'est-à-dire qu'on ne surtaxe pas et on ne taxe pas nos concerts. Et depuis 15 ans, c'est un cheval de bataille. C'est une longue... je dis bien bataille parce que c'est une lutte dure avec les producteurs, avec tout le monde, de pouvoir imposer un prix des places, de faire accepter à des gens qui ont l'habitude de gagner beaucoup d'argent, d'en gagner beaucoup, beaucoup moins. Donc voilà, ouais, c'est 40-45 €. On est obligé de faire 2 tarifs maintenant à cause des files d'entrée, etc. Mais par rapport à la qualité du spectacle. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent payer des places jusqu'à 150 € pour voir un mec branché. J'ai vu Elton John, 760 €. Mais non. Mais si. Mais Guns N' Roses aussi, des groupes insoupçonnables qu'on adorait, 400-800 €. Mais les gens achètent, hein, donc après... C'est un show qui coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, il y a des DJ qui mettent 2 clés USB, des lumières et c'est parti. Généralement, c'est des gens qui ne payent pas leurs impôts en France, déjà. C'est des gens qui sont un peu... Oui, mais moi, j'ai pas envie de m'enrichir. La musique m'enrichit, le contact avec le public m'enrichit, intellectuellement ou autre. J'ai toujours trouvé ça tellement aberrant, déjà, de gagner tellement d'argent en faisant de la musique, qui serait déjà génial. Il y a ce problème d'échelle de salaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une période insurrectionnelle. Et moi, j'essaie de la faire dignement et de vouloir dormir comme ça sur mes 2 oreilles tranquillement. Après, on est des privilégiés quand même, quoi qu'il arrive. Mais oui, de la qualité, il faut juste accepter de dire, ben voilà, il faut faire des comptes à zéro. On essaye de pas faire perdre de l'argent, mais de faire les comptes à zéro. Donc d'accepter de ne pas gagner plus d'argent que certains voudraient. En tout cas, si vous regardez cette émission, Nicolas Sirkis, c'est l'exemple qu'on peut durer très longtemps en respectant les gens. Oui, ce public me donne le pouvoir aussi. Hein. Si j'avais 3 personnes qui me suivaient, j'aurais été balayé. Là, le public en masse donne le pouvoir de dire non. Et ça, c'est bien des fois. Vous avez monté un label où vous avez décidé de ne choisir que des artistes qui font du rock féminin. Pauline, tu en as rencontré? Oui, Requiem Chagrin, qui a fait la première partie de vos concerts. Derrière ce pseudonyme se cache Marion Brunetto. C'est une auteure, compositeur, guitariste. Je tiens à le dire, mais le nom Requiem Chagrin, il est magnifique. Ah oui, toi, on va savoir d'où ça vient. Tu crunches dessus. Là. Ah ouais, j'adore ce nom. C'est très mélancolique. L'album sort le 25 janvier et j'ai rencontré Marion Brunetto en répète.
Comment la rencontre s'est faite avec Nicolas Sirkis? En fait, c'était via Twitter. Donc, je reçois un message de Nicolas Sirkis. Je me dis, mais c'est pas le vrai, c'est pas possible. Enfin, on a eu l'occasion de faire une partie des premières parties d'Indochine. On a fait 17 dates et c'était vraiment chouette. C'était une super expérience. Ouais, parce qu'un si jeune groupe propulsé sur une scène du Zénith, c'est assez rare quand même. Bah, ça fait bizarre, ouais. Surtout que notre deuxième date, c'était Bercy. Donc, c'était quand même un peu stressant, mais c'était chouette. Tu t'es toujours dit, si je me mets à faire de la musique, ce sera forcément rock? Alors, mon premier instrument, c'était la guitare. Et de suite, j'avais envie de faire de la guitare électrique. C'était un déclic. Puis le week-end, je m'étais abonnée à Guitar Part. Donc, j'avais tous les monuments de la guitare rock qui m'attendaient le week-end pour travailler, quoi. Comment tu te vois dans 5 ans, par exemple? Avec encore plus de pédales d'effet qu'aujourd'hui, une deuxième guitare, je sais pas. Donc 2 autres bras, parce que tu peux pas tout. Ouais, voilà, non, un ampli encore plus grand. L'album Sémaphore sort le 25 janvier, Requin Chagrin sera à Évreux le 22 mars et le 28 mars à Bordeaux. Voilà, premier groupe à signer sur ce label. Et surtout repéré sur Twitter, c'est-à-dire que vous avez Twitter, vraiment envoyé un tweet. message. En fait, oui. Et ils vont passer au Printemps de Bourges aussi. En fait, c'est des fans, c'est ça qui est génial dans les réseaux, c'est qu'elle avait fait une reprise d'un titre totalement inconnu d'Indochine qui s'appelait Les plus mauvaises nuits. Je serais très curieux, donc je vais écouter, et puis je trouvais ça vachement bien. Puis après, je vais écouter, j'avais vu d'ailleurs sur cette chaîne-là, un clip d'eux qui s'appelait Adélaïde, et j'avais été scotché par la musique. Donc je l'avais contacté, je sais pas, j'étais en période, c'était au fin août, j'ai dit que je voulais en savoir un peu plus. Et puis du contact... comment ça se passe? Salut, c'est Nicolas Sirkis, le vrai. C'est vrai que j'ai pas... Ouais, comment c'est le vrai. Non, j'ai dit bonjour, c'est Nicolas Sirkis ici, j'aimerais bien vous contacter, je vous vois. Est-ce que pour éviter les fakes ou autre chose, est-ce que voilà mon numéro, donc je donne un numéro de téléphone ou si on peut me contacter, puis donc on s'est parlé, puis tout de suite, non, elle était en confiance, il n'y a pas eu de truc. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui peuvent prendre des identités pour faire d'autres trucs, mais non, là ça restait, j'ai pas pensé à ça effectivement. Donc ça a été très facile en fait. Et puis dans l'idée c'était, je dis ouais, ça ce groupe, j'ai écouté leur premier album, et je me dis voilà, d'où l'idée de ce label, c'est un gâchis je trouve. Aujourd'hui, le monde il est envahi vraiment par le hip-hop, même si c'est une musique que je respecte, etc. Le rock n'existe pratiquement plus. Et voir des filles, plein de filles jouer de la guitare, faire du rock, je trouve ça super gonflé aujourd'hui. Parce que quand on voit X Factor ou autre, c'est vraiment pas cette musique-là qui l'emporte. Et comme moi, je viens quand même du rock, j'ai été formé par ça, par des garçons qui faisaient du rock comme Bowie. Donc, je sais pas, j'avais envie de le faire. Et donc, d'où l'idée des sorties de ce groupe de filles. Et puis, mes Requins Chagrins, voilà, peut-être que je signerai à des groupes de garçons, après, j'en sais rien. Mais c'est de donner une chance quelque part à des... C'est tellement de qualité, je trouve que c'est dommage, quand c'est un gâchis, que ça passe inaperçu. Parce que ça, franchement, là, en plus, le nouvel album est vraiment bien, c'est tous des morceaux superbes. Et c'est un peu dommage qu'il faut passer les portes. Tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment des petites aiguilles dans des bottes de foin. Donc si au moins je peux essayer ça, c'est déjà bien. Let's Boy, je l'avais écrite au départ, c'était quand il y a eu tout ce bordel sur le mariage pour tous, où j'avais été frappé de cette intolérance incroyable vis-à-vis des homosexuels en général. Et puis ça a été un truc, mais c'est vrai que ça commence à l'école. Et c'est très très dur parce que j'en avais beaucoup discuté avec Xavier Dolan. Lui, il avait été du côté des harceleurs. Il avait réalisé le clip. Qui avait réalisé le clip, ouais. Et c'est pour ça qu'il tenait vraiment à le faire. Et que ce clip a marqué parce qu'il y a mis un truc, une énergie incroyable. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'effectivement, rien n'a bougé depuis. On l'a sorti le 2 mai 2013. À l'époque, c'était Hollande qui était au pouvoir. Aucune ministre de l'Éducation, autre chose. On a eu juste que des retours de censure. Sur la violence. Alors que, oui, parce que le clip est violent, mais enfin, moins violent que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Vous aviez partagé une vidéo édifiante qu'on ne va pas vous passer parce qu'elle est extrêmement choquante, d'un petit garçon. Oui, ce petit garçon qui disait qu'il était... effectivement, je l'ai partagé parce que ça montre qu'effectivement, rien n'a bougé. Il y avait, à un moment donné, un ministre de l'Éducation qui avait dit... oui, non, mais de quoi se mêle Monsieur Sirkis? Enfin, moi, le public, je le vois...
tous les jours, j'ai à la fois des lycéens et des adultes devant moi. Lui, il a certainement moins vu de lycéens que moi dans sa carrière, et pourtant c'était le ministre de l'Éducation. Donc c'est rien. Voilà, le problème c'est que ça bouge. Bien sûr, on en parle, mais c'est encore sous-exploité par rapport aux pays du Nord où ça devient. Voilà, moi je dis à mes enfants, oui, s'il y a le moindre problème, il faut en parler. Ce qui est ahurissant, Nicolas Mais il y a encore des enfants qui se suicident aujourd'hui en France à cause de ça. Ce qui est hallucinant, en plus de ces faits qui sont extrêmement graves et déprimants, des enfants qui se suicident à cause du harcèlement, c'est que les positions d'Indochine ont été perçues différemment à travers les années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prendre des positions contre le harcèlement, ça vous vaut une censure. Oui. Ça vaut une censure, mais à l'époque, il y avait... voilà, CSA, c'était 2 ou 3... piliers de cocktail qui n'avaient pas grand-chose à faire que de se faire entendre, donc c'était un petit peu ridicule. Mais ça les a plus ridiculisés qu'autre chose. Moi, j'aurais aimé que le pouvoir politique se serve à un moment donné pour faire vraiment... Alors, il y a une journée contre le harcèlement, il ne faut pas dire qu'il ne se passe rien, mais ça n'a pas bougé, ça n'a pas fait avancer grand-chose non plus. Et ce qui est dommage. Donc ce clip reste tout le temps d'actualité, on le joue toujours sur scène, et effectivement, les crimes homophobes, la violence homophobe gagnent du terrain un peu partout dans le monde et en France. La légitimité de certains, enfin, c'est assez incroyable. Donc effectivement, il faut qu'on rentre là-dessus tout le temps en résistance. Vous avez décidé de venir avec une invitée spéciale. Pourquoi avoir décidé de venir avec elle? Pourquoi avoir décidé de venir avec elle? Parce qu'elle s'est peu exprimée sur les plateaux de télévision depuis un bout de temps. Et je trouve que, déjà, on a travaillé avec elle. Et c'est. Elle apparaît sur l'album, elle a réalisé... Le clip La vie est belle, elle chante avec moi sur Gloria. On passera tout à l'heure des images du tournage du clip La vie est belle parce que c'est une performance artistique folle, plus de 70 plans. C'est un projet artistique extraordinaire qu'on a pu faire ensemble sur cet album-là. Et ça a été une année, on ne va pas dire noire pour elle, mais une année aussi assez forte. Et je trouvais que c'était bien qu'elle m'accompagne ici. Et comment vous êtes rencontrés tous les deux? Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés à Rome. On s'est parlé d'abord. À l'hôtel? Oui, on s'est parlé au téléphone pour... Non, à l'hôtel, au bar de l'hôtel. Oui, avec ta fille. Oui. Et c'était pour parler d'une autre vidéo. Oui, en fait, c'était l'idée un peu proche de La vie est belle. C'était Belfast sur l'album précédent, qui était une chanson sur Sylvia Plath. Je savais qu'elle aimait beaucoup Sylvia Plath, qui est une poétesse anglaise. Et donc, on s'est aperçu à ce moment-là, on n'a pas beaucoup parlé. Et ce qui est marrant, c'est quand on s'est quittés, parce qu'on ne se connaissait pas. Moi, j'adore son travail. C'est une fille, en plus, qui aime beaucoup la musique. Mais c'est large, de David Sylvian à John... comment il s'appelle? John Lee Hooker. Non, qui... bon, bref, Brian Johnson Massacre. Tout ça. Enfin, bon, c'est du haut de gamme musical. Et bon, bref. Et donc, et après, quand on s'est quittés, on s'est dit, mais on a l'impression de se connaître depuis des années, alors qu'on avait parlé 20 minutes. Moi, je pensais que ça faisait depuis très longtemps, parce que la connexion semblait très, très naturelle. Vous connaissiez l'univers d'Indochine? Oui, je connaissais. Le seul groupe français que je connaissais, en fait, depuis les années 80. Parce que la musique d'Indochine a voyagé partout dans le monde. Et ce qui est dingue, quand on regarde dans les pays différents, il y a des gens qui ont dit le U2 français, d'autres le Dépêche Mode français, que des choses complètement opposées. En Italie, je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Non, parce qu'on n'a pas des Italiens comme Indochine. Ah, c'est ça. Voilà, okay. C'est ça. Mais oui. Mais, on ne peut pas faire la comparaison. La comparaison, voilà, c'est ça. Mais oui. En Italie, on a fait des concerts, mais ce n'est pas non plus la grosse vague, mais on reste culte. Là, aujourd'hui, on est un groupe culte. Le groupe très connu en France, mais qui ne marche pas à l'étranger, mais qui est culte. Mais en Pérou, oui, mais alors là c'est autre chose. Au Canada, Amérique latine, oui, ça. Mais vous avez eu une expérience dingue en Amérique latine. Ah oui. Vous avez été complètement paranoïaque. Depuis, oui, ça a été très dur de s'en remettre. Parce que là, on a peut-être connu ce que pouvaient vivre certains artistes, tel type Michael Jackson, c'est-à-dire être coincé dans un hôtel, protégé par la police 24 heures sur 24, pas pouvoir sortir. C'est pas vraiment un truc qu'on a envie. Beatlemania. Si, c'est ça. Voilà. Mais avec l'énergie de l'Amérique latine, c'est-à-dire une énergie très démonstrative. C'est-à-dire que pour sortir, faire les concerts, il y avait 2 canons à eau pour nous dégager la route. C'est pas vraiment ce que la musique me... Parce que moi, à votre place, si j'avais eu ça avec les policiers et tout, je me serais senti espionné, j'aurais eu... Mais tout était... oui, on est devenu parano un petit peu. Oui, on a perdu 2 membres sur la route, d'ailleurs, là-dessus. Après, ça a été la fin de la première époque d'Indochine. En 1988, il s'est passé un switch là-dessus qui fait qu'après, les années 90 ont été plus dures à négocier. Ouais, c'est impalpable, hein, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être tout le temps, de se connaître, comme des frères et sœurs, et alors qu'on ne se connaît pas.
Et on se revoit après 6 mois, 1 an, quelquefois, et c'est toujours pareil, mais on ne se connaît pas. Non, vraiment, on ne vit pas ensemble. mais on se connaît plus parce qu'on se connaît artistiquement. Vous ne connaissez pas, mais vous vous êtes reconnus, comme on dit. Artistiquement, oui, voilà. Mais aussi l'âme. Non, il parlait de l'âme. Ah, de l'âme. Pas seulement de Ok, oui, de l'âme. Il y a de l'âme dans l'art. Évidemment. Nicolas Sirkis, Béatrice Dalle a aussi un truc à dire sur vous. Ah bon? Bah oui. Mon Dieu. C'est la queen. Indochine, j'ai l'impression de les avoir toujours connus. On est de la même génération. Je les ai toujours écoutés. Et on s'est retrouvés, on s'était rencontrés il y a très longtemps, mais on s'est retrouvés il y a 4 ou 5 ans à Landerneau, à la Fête du Bruit. Et quel plaisir de les avoir retrouvés, quel plaisir d'avoir fait... Je crois que j'ai fait presque toute la tournée cette année. Et il y a un truc aussi que je trouve hyper touchant, à la fois que je trouve normal, c'est même pas un compliment que je fais à Nicolas. On sent pourquoi les gens l'aiment tant, il prend du temps avec eux. Tu vois, il prend du temps et je trouve que souvent les musiciens, les acteurs, ils oublient que s'il n'y a pas des gens qui viennent te voir, s'il n'y a pas des gens qui écoutent tes disques, qui vont te voir au cinéma ou au théâtre, un acteur, un chanteur, un musicien, ça n'existe pas. Et je trouve que c'est le plus aimant des musiciens vis-à-vis de son public que j'ai rencontré dans tous les groupes que je connais. Alors voilà, je t'aime aussi, Nicolas. Wow. C'est la fin d'année de l'amour pour Béatrice Dalle. Oui, oui, de l'amour. Mais elle prend son temps aussi avec les gens. Et puis, moi, j'aime bien, c'est qu'elle est aussi très... elle s'encombre pas, hein, quand ça va pas. Et ça, c'est bien. Et donc, la dernière fois qu'elle était ici, elle a dit « nique ta mère à tous les haters ». Ben voilà. C'est ce qu'il faut dire. Voilà. C'est le paradis et l'enfer. Donc, effectivement, les réseaux sociaux, c'est nique ta mère, oui. À un moment donné, faut pas non plus se laisser pourrir par ça, quoi. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, ce qui se passe avec les Gilets jaunes, Nicolas Sirkis? Moi, je pense que sans juger le fond ou la forme, je pense que les démocraties aujourd'hui sont malades, mais malades de l'impatience des gens, que le quinquennat de Macron, au bout de 18 mois, il est déjà carbonisé. Et ça veut dire qu'il est carbonisé déjà? Moi, je pense que oui. C'est irréversible. Pour remonter là-haut. Enfin, quand je vois cette telle haine qui s'expose, il n'y aura pas... les gens sont impatients, c'est comme aujourd'hui, dans les magasins, il faut changer de vitrine tous les 15 jours. La politique, c'est pareil, il faut changer tous les 15 jours. C'est-à-dire qu'il faut provoquer, il faut demander, les gens ont besoin... Et ils sont dans une situation désespérée et désespérante, donc forcément, ils ont besoin de changements rapides, ce que n'a pas compris ou ne comprennent pas les politiques, mais de changements extrêmement rapides, de décisions comme un clic de télé ou comme autre chose, et ça, personne ne peut le faire parce que ça paraît irrationnel, mais je pense que ça peut quand même se faire. Et il y a quand même en face du mépris du pouvoir par rapport à ces gens-là. Donc c'est ce qui revient dans les débats, c'est le mépris de classe. Oui, mais enfin, après, il y en a d'autres qui ne sont pas méprisants, donc on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais c'est tellement irrationnel. De toute façon, là, il n'y a plus de discours. Je pense que les démocraties sont plutôt en danger parce qu'elles ne répondent pas à l'impatience des gens. Et ça, c'est très, très, très... angoissant, flippant, enfin je sais pas. Parce que dans l'album, vous parlez frontalement de Marine Le Pen et du Front National. Est-ce que vous pensez que ça peut lui profiter, ce mouvement? Ces gens-là profitent de toute façon, depuis le début et depuis la nuit des temps, de la misère des gens. Ils capitalisent là-dessus. Je veux dire, c'est facile de dire, c'est à cause des immigrés que vous êtes comme ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Donc voilà. Vous n'avez plus de travail, mais enfin, moi, je ne vois pas les Français ramasser les poubelles comme on voit les immigrés en ce moment. Enfin, de toute façon, c'est antinomique. Donc, oui, ils capitalisent vraiment sur la misère des gens, et ce qu'a fait ni plus ni moins Hitler en 1933. Donc, c'est effectivement un grand danger pour les démocraties. Maintenant, c'est les hommes politiques, j'en sais rien, parce qu'ils veulent changer déjà de président. Ça fait à peine 18 mois qu'il est... Les démocraties ne répondent pas à l'impatience des gens. Comment est-ce que vous avez vu ces images de l'Arc de Triomphe avec les Gilets jaunes? Nous, on est en pleine tournée, donc c'est toujours... on est moins serein, de toute façon, de voir ça. Parce que c'était vraiment une violence incroyable. Et ce qui est vraiment chiant, c'est que... Moi, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Little Doll sur justement des soldats, des gens qui sont... Les gens partaient la fleur au fusil, se battaient, etc., obligés par des militaires ou pas, et sont morts pour avoir cette liberté-là et de voir ce qu'on peut faire de cette liberté-là. Ça me paraît un grand problème.
Parce que la liberté, c'est pas ça, justement. C'est pas de casser ou de casser une voiture parce que le mec est plus riche que l'autre. Il y a d'autres choses à faire. Dans l'album, il y a le morceau Trump le monde. Oui, c'est le temps des menteurs. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de basculer vers un nouvel ordre mondial avec Trump, la montée des extrêmes en Europe, de moins en moins de liberté? Alors moi, je suis plutôt optimiste parce que je trouve que justement, Internet, c'est la haine, c'est l'enfer et le paradis, mais aussi, plus personne ne peut mentir. Parce qu'aujourd'hui, Trump, il a été élu sur que des mensonges, comme le président du Brésil. Il ment ouvertement, comme j'avais dit la dernière fois, c'est un type qui est au milieu d'une partouze, et sa femme arrive, et lui il dira « Mais non, mais c'est pas moi, c'est pas moi ». Et la femme le croira. Donc voilà, il arrive à faire croire. Enfin, c'est un peu... des choses qui arrivent. Osé, mais bon, bref. Mais... Mais on peut, maintenant, aujourd'hui, enfin, je veux dire, il s'est ridiculisé aussi, parce que tout le monde sait qu'il ment. Quand il a dit qu'il y avait plus de monde à sa comment on appelle ça, là, quand il est à la Maison-Blanche, là, j'allais dire sa bénédiction. Investiture. L'inauguration, pas sa bénédiction, ça. Enfin, voilà. Alléluia. Bref, et les gens, ils ont comparé les photos. Et ils disaient même, mais non, mais vous avez fait un fake. Voilà, donc il y a quand même un grand espoir aussi, c'est qu'on arrivera à dire, mais vous mentez. Alors, sauf si les gens acceptent que le mensonge fait partie de la morale. Moi, je pense que les gens acceptent le mensonge parce qu'ils ont des convictions qui sont en accord avec celles de Trump, en accord avec le président du Brésil. Oui. Et j'ai l'impression que les mentalités ont vraiment basculé. Oui, mais il y aura quand même une morale, parce que c'est pas bien de mentir. J'espère. Non, mais on nous a appris ça quand même. Donc il faudrait quand même, c'est pas bien de mentir, il faut se rappeler. Enfin, c'est le mensonge et ce qu'il y a de plus terrible aujourd'hui. Et de plus terrible, voilà, c'est la confiance. S'il y a plus de confiance, voilà. En tout cas, la confiance, c'est celle qui unit Indochine avec son public depuis maintenant énormément d'années. C'est toutes les reprises et toutes les covers d'Indochine. Oh la vache. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Je serai quelqu'un qui sera, tu verras. Nous irions faire la vie, réussir au moins ça. Nous irions faire la nuit, aussi loin que tu pourras. Belle et cruelle à la fois, elle nous ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi. Il n'y a pas mieux que le vrai. J'aimerais qu'on écoute et qu'on regarde un extrait du clip Troisième Sexe. Hymne à la tolérance pour tous les sexes et pour toutes les sexualités. L'identité sexuelle, ça a toujours été au centre de l'écriture dans Indochine. Là, sur le nouvel album, il y a le morceau avec Kiddy Smile. Pourquoi est-ce que cette thématique vous est si chère, Nicolas Sirkis? Elle est peut-être elle est chère parce que je pense que moi j'ai été éduqué, si on peut appeler ça éduqué, ce qui m'a fait aimer le rock vraiment et d'en faire une passion, ça a été David Bowie et Patti Smith. C'est vraiment les deux qui m'ont mis qui m'ont donné l'envie, et ces deux personnages dans l'androgénéité, je sais pas si on dit ça, l'androgénéité. Oui, si on dit. Où il se passait quelque chose, ça me parlait. Voilà, ça me parlait. Le no gender me parle. Voilà, c'est-à-dire que pas avoir les obligations de filles ou les obligations de garçons. Et effectivement, Troisième Sexe, si je continue à en parler, c'est parce qu'effectivement, rien n'a bougé non plus depuis. Ça s'est même détérioré. Cette intolérance vis-à-vis de parce que tu t'habilles comme ça, parce que tu as une vie sexuelle différente, etc., cette intolérance est de toute façon permanente. Mais elle est aussi... toléré par d'autres gens, beaucoup. On pourrait pas. Enfin, je veux dire, je suis un optimiste pessimiste ou un pessimiste optimiste. En tout cas, je vous conseille d'être optimiste parce que vous avez changé la vie de plein de jeunes